Merci, bonjour à tous. Je suis très heureuse de venir vous présenter un peu l'histoire, l'aventure de l'association Amadiem. Effectivement, l'origine du projet, c'est Blandine Prévost qui a eu un diagnostic de maladie apparentée Alzheimer à l'âge de 36 ans. Et sa première préoccupation, elle connaissait la maladie puisque son père était également touché. Et comme elle le dit, avait de l'avance sur elle. Sa première préoccupation, ça a été comment ne pas faire porter ma dépendance à venir à mes enfants, à mon mari. Donc elle a tout de suite questionné son neurologue en lui disant quelles seront les possibilités d'hébergement pour moi plus tard. Et là, il y a eu un grand vide parce qu'effectivement, il n'y avait pas de ressources du tout à l'époque pour les personnes jeunes qui souffraient d'Alzheimer. Donc au lieu de dire pourquoi nous, Blandine et Xavier Prévost se sont dit pourquoi faire. Et ils ont pris leur destin en main et créé une association avec l'aide d'une bande d'amis dont je fais partie pour essayer de créer ce qui n'existait pas à l'époque. Créer entre autres un vrai lieu de vie adapté à la maladie, adapté mais qui permette de continuer à vivre, continuer d'être une personne à part entière et pas juste un malade à prendre en charge. Lors de leur réflexion, ils ont été invités à partager un groupe de parole dans le cadre du plan Alzheimer 2012 avec d'autres personnes jeunes pour parler de l'hébergement. Les photos qui passent, c'est juste pour illustrer un petit peu l'ambiance telle qu'on la vit au quotidien. Lors de cette rencontre avec le plan Alzheimer, effectivement, ils ont décrit leur projet qui était encore très tout petit et à ses débuts. Et on leur a dit, en fait, ce dont vous parlez, ce dont vous rêvez, cette vraie maison, elle existe au Québec. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Nicole Poirier, qui est fondatrice et directrice de Carpe Diem au Québec, et puis toute son équipe, qui nous ont guidés de leurs 20 ans d'expérience tout au long de la vie de l'association. Alors Monsieur Moser, vous m'avez demandé pourquoi innover, pourquoi le besoin d'innover, qu'est-ce que vous avez fait comme innovation ? Alors je pense que la première chose effectivement qui était important dans l'esprit de tous, c'était le besoin de changer le regard sur la maladie, sur les personnes touchées. Amadiem, c'est un nom qui veut dire aime le jour, avec et malgré la maladie. C'est pas un hasard, c'était vraiment l'idée de dire continuons à aimer la vie et à faire tout ce qu'on peut faire, s'appuyer sur les forces des gens et non pas sur toutes leurs faiblesses ou leurs faiblesses à venir qui les arrêtent dans leur vie dès l'annonce du diagnostic. Donc il y avait cette notion forte de continuer à vivre et puis de s'appuyer aussi sur les ressources de chacun et de faire confiance aux personnes malades, les écouter et construire ensemble un projet qui leur ressemble. Donc ça, on est vraiment dans la démarche qui est à l'heure actuelle et on s'en réjouit. Une des innovations, c'était de la part de l'association, c'était que les rencontres qu'on a fait, on les a toujours fait en groupe, tous ensemble, avec les personnes touchées, avec leurs proches, pour construire ensemble des choses, pour s'écouter, s'entraider, et toujours centré sur la personne malade. C'est elle qui sait ce dont elle a besoin, et si on est à son écoute, on y arrivera mieux. Il y a des liens de confiance qui se sont créés et qui ont permis aussi à ces personnes jeunes qui pensaient être seules dans leur situation finalement de s'entraider les unes les autres. On a assisté à des moments extrêmement plaisants. La plupart d'ailleurs des personnes qui venaient aux réunions, aux rencontres, n'étaient pas malades. Hein. Elles ne venaient pas parce qu'elles étaient malades, elles venaient parce qu'on leur avait dit qu'il fallait venir. Mais au cours des rencontres, elles disaient « Ah ben toi aussi, tu as ces difficultés-là. Ah ben moi aussi, comment tu fais ?» Et il y avait cette entraide qui naissait et cette confiance, en fait, qui était vraiment porteuse pour tout le monde. Au sein de l'association, on aide aussi à informer les personnes et leurs proches des effets de la maladie et de comment les accompagner. Parce que mieux on comprend la maladie et les difficultés de l'autre, mieux on sait s'adapter et répondre aux vrais besoins. Et puis on a aussi un rôle d'accompagnateur, de facilitateur pour la mise en relation avec les ressources existantes, avec cette espèce de parcours du combattant, parce qu'effectivement, quand on est jeune, les référents du Conseil général, ils ne connaissent pas toujours en fait, la maladie d'Alzheimer jeune, ils ne connaissent pas toujours les ressources. La PCH, c'est parfois un mot qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent l'APA, mais ils ne connaissent pas toujours la PCH. Donc voilà, on aide aussi dans tout ce réseau de professionnels qui sont des ressources inestimables pour accompagner les familles. Et puis un des points évidemment d'innovation, c'était les maisons, cette création de maisons.
Donc l'association est née en 2011, les maisons ont ouvert en 2016. Donc on a maintenant 2 ans de retour d'expérience. Les fondamentaux des maisons, c'était d'abord une maison, une vraie maison, et pas un lieu de soins. On a évidemment pas nié la maladie. Donc en fait, les maisons sont des lieux chaleureux. Vous aviez eu, c'est passé très vite, mais voilà, il y avait quelques images qui montraient l'ambiance qui est une ambiance familiale avec des pièces à taille humaine, avec plusieurs salons pour pas obliger les gens à vivre tous ensemble, parce que 15 personnes malades, c'est pas facile. Donc éviter d'être tout le temps à vivre les uns sur les autres. Plusieurs salles à manger pour manger aussi au calme, avec des petites tablées qui permettent de manger le plus longtemps possible en autonomie. Il n'y a pas de blues dans les maisons. On essaie d'accompagner des personnes dans leur quotidien et non pas d'accompagner des malades qu'on prend en charge. Comment dire, ce qui était très important, c'est le respect de la personne. Et le respect de la personne et de sa liberté, c'est la liberté de choix dans ses repas. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui n'aime pas le poisson depuis toujours, on n'a pas bien de raison de lui fournir, lui proposer un repas avec du poisson. Donc les repas sont adaptés au goût de chacun, pris en compte, et ça facilite aussi le goût de manger. Les horaires sont respectés, les horaires de lever, de coucher. Si quelqu'un a toujours pris son bain avant d'aller se coucher, il prendra son bain en maison avant d'aller se coucher. C'est des choses fondamentales qui mettent un peu en difficulté l'organisation des professionnels. C'est pas simple, mais c'est essentiel. Et on voit au bout de 2 ans tout l'impact que ça a sur le bien-être des personnes qui vivent aux maisons maintenant, sur la sérénité aussi de leurs proches, qui se rendent compte et qui disent à quel point ils sentent que leur proche est respecté très concrètement. Vous parliez du concret, du besoin de concret. Et c'est vrai que c'est dans des petites choses, de petits détails, qu'on change le quotidien des personnes. Les cuisines sont ouvertes, on cuisine ensemble. Alors beaucoup de personnes qui habitent les maisons aujourd'hui ne sont plus en capacité de cuisiner, sont dans une phase très très avancée de la maladie. Mais malgré tout, cette ambiance, les sons de la cuisine, les odeurs de la cuisine, ça a du sens. Et on se rend compte à quel point même une personne qui ne sait plus faire, qui ne peut plus faire, peut avoir du grand plaisir à être le matin dans la cuisine pendant que le repas se prépare. Et puis d'autres participent effectivement activement à la cuisine. Et puis il y avait dans nos innovations, il y a comme cette liberté d'aller et venir, qui est quelque chose d'assez innovant dans le monde d'Alzheimer, malheureusement, et qui est aussi un essentiel pour maintenir la dignité et le respect de la personne. C'est pas si simple, on ne le fait pas au détriment de la sécurité, parce que la sécurité, c'est quelque chose d'important aussi. Donc c'est vraiment l'accompagnement qui permet d'accompagner les gens qui veulent sortir. C'est aussi parce qu'on propose de sortir matin et soir à tous ceux qui en ont le goût et le besoin, qui a moins besoin de franchir cette porte de manière qui pose problème pour l'organisation. C'est aussi parce qu'il y a des bonnes odeurs dans la cuisine que les gens restent et qu'ils savent qu'ils vont bien manger. C'est toute une organisation, c'est tout un contexte qui fait que ces portes, elles sont ouvertes et que ça fonctionne. Il y a quelques personnes qui ont échappé à la vigilance parfois, mais on les a retrouvées très rapidement. L'environnement est bienveillant. On a aussi travaillé avec tout l'environnement, avec les commerces locaux, avec les habitants, qui parfois disent là, il y a quelqu'un, on se demande s'il ne vient pas de chez vous, en fait. Et il a l'air un peu seul. Donc il nous appelle. Et voilà, c'est pas arrivé souvent. En 2 ans, ça a dû arriver 3 fois. Mais cet environnement bienveillant sur lequel on travaille avec le plan, il a vraiment du sens au quotidien. On s'en rend compte que c'est important, que le premier réflexe d'un restaurateur qui voit quelqu'un passer entre les tables et se servir dans les corbeilles de pain, il n'appelle pas la police, il appelle les maisons de crawl, en fait. Et ça change tout. Voilà, j'en ai sûrement oublié plein de choses qui nous semblaient importantes. Et alors, vous nous avez demandé aussi par qui on avait été accompagné pour faire tout ce projet depuis 2011. J'avais envie de dire, les premières personnes qui nous ont accompagnés, c'est les familles et les personnes touchées, parce que c'est elles qui nous ont dit oui, on a envie de ça, oui, c'est notre projet, et qui ont participé activement à toutes les phases et à partager en fait leurs besoins pour être sûr que ça répondait à quelque chose de bien concret, de bien réel, et pas juste au souhait d'un couple, que c'était partagé bien plus largement. On a eu le soutien évidemment très important de Carpe Diem, parce que de savoir que ça existait au Québec, ça nous permettait de savoir qu'on n'était pas dans l'utopie totale, mais que c'était quelque chose qui était réaliste et qui avait du sens. On s'est appuyé aussi sur des expériences existantes en France,
En particulier, on a été très proche des foyers de l'Arche de Jean Vanier, qui ont cette notion de vie communautaire, de vivre ensemble, de cuisiner ensemble, et qui nous a permis de dire qu'effectivement, une cuisine ouverte, dans laquelle on cuisinait chaque repas, c'était possible en France avec la réglementation française. D'un point de vue financier, évidemment, on a eu le soutien, et qui n'était pas un détail, du plan Alzheimer 2012, qui a financé ce projet, avec Florence Pasquier qui a contribué, et qui a soutenu, et qui a permis que ce projet ait des financements. On a eu un soutien très fort du docteur Moreau, qui est le chef de service du Centre Mémoire à Grenoble, à 2 points de vue. D'abord parce qu'il nous a dit qu'effectivement c'était un projet qui avait du sens, donc il nous a encouragés à développer cette idée. Et puis aussi parce qu'il nous a aidés à rencontrer les familles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rencontrait en consultation des personnes jeunes, il leur parlait d'Amadiem et il leur disait si vous voulez, allez les rencontrer. Et c'est grâce à lui en fait qu'on a pu créer cette communauté. Il y a eu l'effet Internet, mais il y a eu quand même beaucoup l'effet CM2R qui nous a mis en relation avec les familles en leur donnant nos coordonnées, l'inverse n'étant pas possible. Le département, l'ARS évidemment ont été soutiens, ont trouvé des solutions à on a écrit l'appel à projet avec eux et à chaque petit obstacle on a su le contourner grâce à eux, grâce à leur créativité. Ça a été précieux. On s'est rendu compte d'ailleurs que beaucoup d'obstacles étaient plutôt liés à l'habitude qu'à des réglementations, en particulier sur toutes les discussions sur la cuisine ouverte. Donc ça a été très important. Un des points importants dans le cahier des charges, et c'est un point d'innovation et qui est un fondamental, c'est la notion de copilotage qui était inscrite dans le cahier des charges. On a très vite compris qu'on ne serait pas gestionnaire des maisons, parce qu'on est une petite assoce et qu'on n'avait pas du tout l'expérience et même l'envie, je crois, de gérer. Par contre, le fait d'être copilote et que ce copilotage soit inscrit dans le cahier des charges, c'était un gage de rester acteur du projet et que le projet garde son cap. Donc ça, c'est vraiment une solution qui a été trouvée par l'ARS et qui est précieuse aujourd'hui. Il y a la fondation VE qui gère les maisons aujourd'hui, donc qui a remporté l'appel à projet, qui s'est beaucoup questionné lors de sa réponse à l'appel à projet, qui est venu vraiment essayer de comprendre le projet, de comprendre le sens du projet, et qui du coup a embarqué dans l'aventure avec beaucoup de motivation et d'engagement. Donc ça a été précieux, et le copilotage est toujours quelque chose parfois d'assez tendu, mais parfois aussi d'assez constructif, la plupart du temps. Donc c'est important, nos 2 regards d'un gestionnaire rigoureux, mais malgré tout motivé et militant, et puis de notre association. On a eu le soutien de la mairie de Crolles qui nous a fourni des locaux pour l'association pour permettre de faire nos rencontres, parce qu'au début ça se passait chez nous, après c'était quand même plus facile de les faire dans des locaux associatifs. Et puis la mairie a donné un terrain aussi au projet. On a 7000 m² qui ont été donnés avec un bail amphithéotique, donc c'est pas un détail. On a eu plein de soutiens financiers pour l'investissement. Voilà, on a eu et puis le soutien aussi des associations locales. Toute la dynamique culturelle, associative, locale. Ça, c'est très important pour créer ce vivre ensemble, cette ville effectivement ouverte sur la fragilité, les maisons ouvertes sur la ville. Tout ça, c'est vraiment très, très concret au quotidien. Là, cette semaine, il y a les élèves du collège du Touvet, donc le collège voisin, qui va venir faire un spectacle aux maisons, comme chaque année depuis 3 ans. On a des liens avec la médiathèque, avec l'espace culturel, avec la MJC. Donc voilà, tout ça c'est très très concret. C'est un travail de longue haleine qu'on a mené et qui porte vraiment ses fruits et qui a du sens pour dire qu'effectivement c'est des citoyens à part entière qui habitent aux maisons et qui continuent de participer à la vie de la maison et même d'inviter les gens de Crolles à participer à des moments aux maisons. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a eu beaucoup beaucoup de soutien. Monsieur Moser, vous m'avez demandé de donner l'envie à d'autres d'innover et de créer. Et je crois qu'effectivement, c'est possible avec un groupe engagé et convaincu. On a eu beaucoup, beaucoup de portes ouvertes et beaucoup de pas de facilité, parce qu'il y a des choses compliquées, mais en tout cas, beaucoup de dynamisme autour de nous. Il nous reste un point qui est compliqué, c'est qu'effectivement, l'association n'a pas de financement public. Donc on vit de subventions, mais qui sont au petit coup par coup, la Fondation Médéric et d'autres fondations. Qui ne permettent pas de pérenniser le fonctionnement. Les frais de fonctionnement, en fait, ne sont jamais subventionnés. Ça reste compliqué pour pérenniser un projet, parce que le bénévolat, c'est bien, mais parfois, il faut aussi un peu de salariés, un peu de plus pour assurer le quotidien de beaucoup de familles qu'on accompagne maintenant. Donc c'est un petit point difficile aujourd'hui,
Mais voilà, on reste motivé et convaincu, après 2 ans d'ouverture des maisons, et puis après tout ce qu'on vit avec les familles là, depuis 2011, que ça a beaucoup de sens et qu'il faut d'autres projets comme ça partout. Voilà, merci.